téléspectateurs de Renouveau TV, bonjour et bienvenue dans votre émission Regard Croisé. Regard Croisé, aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau M. Abdallah Yattara du parti Yelema. M. Yattara, bonjour. Bonjour M. Hassan, et tout heureux d'être là aujourd'hui pour ma première avec vous. Merci. Et je vous souhaite aussi une très bonne chance pour le débat. Merci beaucoup. Et en plus de M. Abdallah Yattara, il y a Dr Amadou Touré, il est politologue, enseignant-chercheur. M. Touré, bonjour. Merci Antoine, bonsoir à tout le monde, aux téléspectateurs et téléspectatrices. Bon courage. Merci. Voilà, c'est pas facile, mais du courage. D'accord, nous remplaçons en tout cas M. Barou, donc on va aller ensemble. Nala Sonama. Ok, M. Mamadou Dia, secrétaire général du mouvement Akatanaye. Dia, bonjour. Bonjour à vous, M. Dambélé. Angatanaye. Angatanaye. Ok. Je suis très heureux de retrouver mes amis du club de Barou Sidibé. Et donc, je souhaite bonne continuation pour le Ramadan et pour le carême chrétien. Okay. Bon débat à tout le monde. Je salue au passage les téléspectateurs, les auditeurs et tous les membres du mouvement Akatanaye. Ok, merci beaucoup, M. Merci à vous. Donc, chers téléspectateurs, voici nos invités. Nous avons deux thèmes aujourd'hui à débattre. Le premier thème, c'est le retrait des pays de l'AES de la francophonie. Ensuite, la création prochaine de la Banque confédérale d'investissement et de développement. Les trois pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, sont convenus de créer cette banque pour l'investissement et pour le développement. Donc, je vais vers M. Touré. M. Touré, nous avons appris donc, le retrait de ces trois pays, le Niger, le Mali et le Burkina Faso, l'Organisation internationale de la francophonie. D'abord, est-ce que vous pouvez nous faire un survol, une petite historique de la francophonie? Donc, pour reprendre l'historique de la francophonie, dans sa mission principale, c'est la langue française dans son évolution, tout en s'appuyant sur les cultures. Donc c'est une langue culturelle, mettant en avant les priorités pour véhiculer et encadrer la langue française comme langue de communication sur le plan international. Et dans ces volets aussi, l'OIF prend une dimension 4 qu'on appelle la dimension de la démocratie et de la bonne gouvernance. Donc c'est un ensemble de tout qui résume à peu près moins de 100 États. Et il y a des États associés et des États membres, des États fondateurs. Donc si on reprend le cas spécifique du Niger et du Mali, c'est des États fondateurs. Pour se retrouver, former un bloc, une communauté de langues et à travers laquelle les gens peuvent s'identifier et communiquer et travailler sur le plan international. Et je donne un exemple, quand vous partez au sein des Nations Unies, la francophonie c'est le bloc naturellement qui est derrière la France. Donc la France pour la communication, la France qui est leur porte-plume, et c'est la France qui en dernier lieu encadre ou qui est leur interface entre ce bloc et le monde, d'où le droit de veto. Donc c'est un bloc à peu près 300 et quelques millions d'habitants qui se trouvent derrière la France pour magnifier et aussi rehausser la langue française. Ça c'est un peu l'historique. Maintenant, si on peut revenir sur le retrait, qu'est-ce que moi j'ai constaté personnellement? C'est ce qu'on a toujours reproché à nos organisations internationales, notamment les politiques de 2 poids, 2 mesures. Pour rappel, la CEDEAO, on l'a reproché, cette politique de 2 poids, 2 mesures, par rapport à l'ordre constitutionnel et au mandat répétitif. Le G5 Sahel, le Mali devrait avoir la présidence avec son excellence le général d'armée. On l'avait refusé et elle est attribuée à un autre pays. L'OIF même a été victime de cette ingérence politique. Pour rappel, il y avait un pays qui a été suspendu au nom de la Guinée-Conakry, a été suspendu, au même titre que le Mali, a été intégré au sein de l'OIF. Bon gré, malgré nous, en tant que membre de l'AES, on n'a pas été intégré. Mais qu'est-ce que l'OIF avait dit? L'OIF avait dit quoi? Qu'en Guinée-Conakry, il y a eu des avancées, des réformes politiques, notamment la nouvelle constitution, les réformes. Or, qu'au Mali, tout le monde sait que chez nous, nous avons fait des réformes. La nouvelle constitution, on a même fait la nouvelle organisation territoriale. De 11, 10, on a jusqu'à 19 régions. Donc c'est pour dire que ce n'est pas l'OIF a failli à sa mission principale qui est d'unir à travers la langue française. Donc moi je suis de ce fait qu'on quitte. Et ce quitter même va donner une opportunité pour nous, comme l'a dit, pour quitter la parole, Feu Modibo Keïta. Le jour où il avait expulsé la France, il avait dit la culture est le préalable et la fin de toute politique. Sans culture, il est difficile, et sans langue,
de se faire reconnaître au plan international. Oui, merci M. Touré. M. Abdallah Yattara, quelle est votre analyse politique là-dessus sur le retrait des pays de l'AES de la francophonie? Merci bien, M. Antoine. Je crois qu'à l'origine, il faut reconnaître que la francophonie, l'actuelle organisation internationale de la francophonie, l'OIF, a été créée en 1970 à Niamey, et sur le sol africain ici, et avait pour principal... Et je pense que c'était même l'idée des chefs d'État. Voilà, exactement. Voilà. À l'origine, c'était de promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique, la paix, la démocratie, les droits de l'homme, et appuyer l'éducation et la coopération aussi. Et je crois que chemin faisant, je crois que l'OIF c'est un peu, je crois que calqué sur le modèle anglais, le Commonwealth. Comprenez? C'est un peu l'équivalent du Commonwealth qui regroupe un peu les pays anglophones. Donc finalement, je crois que l'OIF a un peu calqué ses objectifs par rapport au Commonwealth, ce qui a fait un peu dériver l'OIF a fait de ses objectifs initiaux. Comprenez? Moi, je comprends la position de ces États-là, de l'AES, de quitter en fait l'OIF. Je le comprends parce qu'ils estiment qu'il y a eu 2 poids 2 mesures et que coup d'État en Guinée, coup d'État aussi dans ces 3 pays, mais la Guinée a intégré. Effectivement, l'OIF a expliqué ça par des avancées. Mais je crois que notre problème en réalité au Mali, il faut le circonscrire. C'est-à-dire que nos 3 principes, en réalité, ne sont pas gouvernables dans les organisations internationales. Le Mali veut faire respecter ces 3 principes. Oui. Le principe de la souveraineté. Alors, quand on intègre les organisations internationales, forcément, on abandonne une partie de sa souveraineté. Ce qui fait qu'en appliquant à l'intégrale les 3 principes, on risque à terme de quitter toutes les organisations internationales. Parce que souvent même on dit que les traités internationaux sont au-dessus souvent même de nos lois. Exactement. Donc ça complique les choses. Et d'ailleurs, c'est la déclaration de Bamako en 2000 qui a condamné le coup d'État, qui a fait que désormais la rupture démocratique est sanctionnée au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. Et ça, c'est la déclaration de Bamako en 2000. Ça s'est fait à Bamako ici en 2000, sous le président Alpha Oumar Konaré. Comprenez? Donc, si par des aventures on quitte on sanctionne, on dit bon, il y a eu 2 poids 2 mesures. Mais en réalité, il faut qu'on essaie de voir les 3 principes, et les 3 principes vraiment soient un peu allégés en ce qui concerne les organisations internationales. Comprenez? Puis sinon, à terme, on risque de quitter toutes les organisations internationales en faisant respecter ces 3 principes. Ok, Monsieur Mamadou Dia, secrétaire général du mouvement Akatanaye, quelle est votre analyse sur ce retrait-là? Bon, de prime abord, on s'en réjouit beaucoup et on félicite les autorités pour cela. De toute façon, il ne pouvait en être autrement. L'année 2025 a été déclarée par le président de la République l'année de la culture. Et je ne vais pas revenir sur le tableau bien dépeint par les prédécesseurs. L'OIF, c'est un outil de domination. C'est un instrument du néocolonialisme. C'est pour l'acculturation. C'est la promotion de la langue et de la culture française. Mais ça a été créé par nos propres présidents. Oui, je n'en discute même pas, on ne va pas refaire l'histoire. Okay. À partir de 2023, dans la nouvelle constitution du 22 juillet, on a réaffirmé les 3 principes dont faisait allusion tout de suite M. Yattara. Et ça, on n'a pas occulté dans la Constitution que le Mali est disposé à abandonner une partie de sa souveraineté pour faire l'Union africaine. C'est pour l'Union africaine. Donc ça, c'est inscrit encore de marbre. On n'a pas écrasé cela. Mais ça ne doit pas nous empêcher d'affirmer notre souveraineté. Tous les 3 pays, aujourd'hui, on est en confédération. Et nous avons réclamé haut et fort notre souveraineté. Donc cela tranche avec la promotion de la culture et de la langue française. Et justement, on ne pouvait y faire autrement parce que nous avons déclaré l'année 2025 l'année de la culture pour ce qui concerne le Mali. Ça, c'est un autre fait. Un 3e fait est que dans la nouvelle constitution, on a relégué la langue française au second plan. Avant cette nouvelle constitution, le français était la langue officielle. Oui. Avec la nouvelle constitution, on a relégué le français à langue de travail. Et on a promu nos langues nationales en langue officielle. Donc la valorisation d'une langue officielle, tout cela tranche avec, en même temps que nous soyons là en train de promouvoir la langue et la culture française. Donc ça, c'est la suite logique. Et donc ce n'est pas une surprise que les 3 États, non seulement en confédération, mais dans la volonté souverainiste,
et dans la promotion de nos propres langues et de nos propres cultures, se retirent de la francophonie. Monsieur Mamadou Dia, est-ce que dans les trucs de problème là, est-ce qu'on ne peut pas faire des protestations? Il n'y a pas d'autre voie de montrer son mécontentement? Il y a ces voies diplomatiques là au lieu du retrait. Parce que quand vous voyez même, par exemple, un pays comme le Rwanda, par exemple, aujourd'hui même, je pense que la patronne même de l'OIF, c'est une Rwandaise. Voilà, donc s'il y a des petits problèmes comme ça, est-ce que diplomatiquement, on ne peut pas protester au lieu de sortir? Bon, ça, je n'avais pas encore touché ces problèmes dont vous parlez. Pour prendre l'exemple du Rwanda, qu'est-ce qui s'est passé avant la nomination de la Rwandaise? Le Rwanda, d'abord, s'est retiré de la francophonie. Ça a commencé par ça. C'est lorsqu'ils ont arrondi les angles ou bien les points de vue qui sont revenus. Et tout ça, c'est par pure politique. Ça appartient au Rwanda. Et nous, on n'a même pas donné d'explication par rapport à ça. Ça, c'est les faits qui sont têtus. Et heureusement que M. Yatra lui-même revient sur la politique de 2 poids et 2 mesures. Et il y a toujours le problème de la démocratie et de la bonne gouvernance qui vient encore, l'aspect politique, l'habillage politique que prennent les organisations internationales, ce qui choque vraiment la volonté souverainiste des pays. C'est ça le problème. On est prêt à faire cession de notre souveraineté pour faire l'Union africaine, mais pour autant on n'est pas prêt à sacrifier notre souveraineté pour la promotion d'une langue et d'une culture étrangère. C'est ça un peu la vision. Ok, merci Monsieur Dia. En suivant même le communiqué du ministère des Affaires étrangères, je cite, l'OIF, au lieu d'accompagner le Mali dans la réalisation des aspirations légitimes de son peuple, s'est illustré par l'application sélective des sanctions et le mépris pour la souveraineté du Mali. Fin de citation. Voilà. Bon, en regardant ça, par exemple, est-ce que en réalité, vous pouvez nous dire aujourd'hui ce que la francophonie même a fait, c'est-à-dire les sanctions? On parle de sanctions sélectives. Quelles sont les sanctions que l'OIF avait prises contre le Mali? Comme on l'avait dit au départ, c'est une sanction purement sélective et politique contre la dimension dynamique souverainiste. Parce que lorsqu'on avait suspendu le Mali, c'est fini. Il n'y a pas de retour, on ne passe plus aux réunions, plus de contact, c'est fini. C'est comme quand c'est fini, quand la porte est fermée. Mais quand on prend le cas spécifique du pays qui a été intégré, l'OIF est parti vers ce pays, discuter, trouver les voies et moyens pour réintégrer ce pays. Donc, parce que tout simplement, le divorce avec le Mali et ce pays et l'OIF n'a pas été le cas. Parce que comme on l'a dit, l'OIF tourne autour de la France. Comme il avait dit au départ que la dynamique en place... Mais avec le cas de la Guinée, il y a un enjeu géopolitique. Bon, c'est ça que j'ai dit. Parce que notre cas spécifique, c'est que les autorités ont entamé une rupture définitive et radicale de ce qu'on appelle l'influence coloniale, l'influence de la France. C'est ce qui a été entamé au Mali. Ils ont coupé carrément court à toute influence. C'est ce qui va faire la différence entre la décolonisation entamée par les pères pendant Modibo Keïta et autres. Cette décolonisation est différente de cette nouvelle forme de panafricanisme et de libération. Parce que la libération dans laquelle on se trouve, c'est une libération pure et dure. Tout couper et repartir à partir de zéro. Donc pour le cas spécifique, c'est qu'ils veulent servir du cas du Mali, comme ça a été fait au niveau de la Guinée, au temps de Sékou-Touré, qui à leur départ, ils ont même enlevé les fiches, cassé les portes, détruire tout avant de passer. Sinon, quand on suspend le Mali, on sait que le Mali, comme les autres pays membres de l'AES, ont entamé des réformes. Pourquoi pas revenir vers eux? Donc ils ont coupé le pont, pensant que l'influence de l'OIF va faire de sorte que ces pays reviennent vers la France. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont continué à ne rien dire, à continuer la dynamique. Ils ont vu qu'ils n'ont pas été contactés, ils n'ont pas eu de mécanisme pour leur réintégration. Donc ce qui a poussé certainement les autorités à partir. Donc partir veut dire quoi? Avoir l'opportunité d'avoir une vraie souveraineté. Comme je l'avais dit au départ, pour être souverain, la souveraineté, c'est la souveraineté culturelle, identitaire et surtout linguistique. Et pour mon cas spécifique, je donne un exemple. Il nous faut 7 ans pour commencer à apprendre la langue française. 7 ans qu'on perd gratuitement. Sinon, les petits Bambara, les petits Soa, les petits Peul peuvent tout dire dans la langue mat. Pourquoi pas développer nos langues? Pourquoi pas nous donner cette opportunité? Pourquoi être toujours des défenseurs de la France qui nous met... C'est question de mer quand même. Oui, c'est ça. Parce que moi, je me pose cette question, même va donner l'opportunité. Les autorités n'ont qu'à aller très loin. Et devant nous, notre système éducatif. On a l'impression qu'à l'école, on forme des chômeurs. Parce que notre système éducatif ne colle pas avec notre plan de développement.
Combien de jeunes sont diplômés mais qui chôment? Donc c'est une opportunité pour moi, pour nous, l'AES, de reprendre. Sinon, les questions de souveraineté sont là. Donc l'inadéquation entre la formation et le marché. Et le marché. Et pourquoi le ministère a parlé de souveraineté? Parce qu'ils font tout pour ne pas respecter notre souveraineté. Parce que pour eux, on a demandé que la France ne soit pas porte-plume. La question demeure. On a dit que la France ne parle pas notre nom. La question demeure. Donc, dans nos souverainetés, heureusement qu'ils ont commencé par la souveraineté militaire, dénoncer les accords, politique, plus d'influence extérieure, culturelle, nous sommes là-dedans, linguistique, ça a déjà commencé. Ils n'ont qu'à aller même à la souveraineté économique, à long terme. Parce que cette histoire-là, tant qu'on ne s'assume pas, le développement n'y est pas. Je donne un exemple aussi pour quitter la parole. L'exemple d'Ahmed Baba de Tombouctou. Un grand savant, volontairement ignoré par le colon. On nous apprend de Baudelaire, on nous apprend de Rousseau, des gens qui ne sont même pas de chez nous. Vraiment qu'on retourne vers chez nous, qu'on développe nos pensées, qu'on retourne sous soi-même. Et si la Chine est Chine, c'est la culture, c'est la langue. Si l'Allemagne est Allemagne, c'est la culture et la langue. Quel que soit le pays dans lequel vous partez aujourd'hui, Antoine, vous allez parler la langue nationale d'abord. Tu peux vérifier. Tu pars en Chine, tu parles chinois d'abord. Même dans les académies, la culture, c'est le pilier. Hein? C'est le pilier. Chez nous, on est là, mais c'est vraiment... C'est un peu compliqué. Monsieur Yattara, quelle est votre analyse politique surtout? Parce que je vous pose cette question parce que vous êtes là en tant qu'homme politique. Est-ce qu'avec ce retrait des 3 pays-là, il y a une conséquence politique pour les 3 pays? Ou des conséquences? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'à mon avis, l'OIF ne pèse pas aussi lourd, par exemple, comme les Nations Unies ou même la CEDEAO. Je crois. Mais en réalité, tout le problème... Et vous très souvent, elle participe à la formation. Hein, oui. Bon, pour moi, l'UNESCO pèse plus que l'Organisation internationale de la francophonie par rapport à l'éducation. Comprenez? Moi, je crois que... Moi, j'appelle ça, comme Chorel l'a dit, je le rejoins dans cette citation, c'est que c'est des scènes de ménage. Comprenez? Tout le problème, ce n'est ni le fonctionnement de la francophonie, ni le fonctionnement de la CEDEAO. Le problème, c'est quoi? C'est pour régler nos antécédents avec la France. Parce que ces 3 pays-là pensent effectivement que jusqu'à présent, même au niveau de la francophonie, la France tire toujours les ficelles. Comprenez? Donc, la mésentente avec la France est transportée non seulement au sein de la CEDEAO, mais aussi de l'Organisation internationale de la francophonie. Ici, on ne fait pas attention, cette mésentente avec la France va continuer même au sein des Nations Unies encore. Comprenez? Tout le problème se trouve autour de là. Ce n'est pas que les avantages de la francophonie ne sont pas importants, mais c'est juste régler tout simplement... Mais ce que je ne comprends pas, pourquoi toujours cette France-là, c'est la source de tous ces problèmes-là? Pourquoi la France? Bon, en fait, de par ce que nos sociétés nous disent... Peut-être la colonisation et l'histoire. Non, effectivement, de par ce que nos sociétés nous disent, en fait, la France a très mal géré le problème du Nord. Comprenez? Effectivement, les 5 colonels, actuellement les 5 généraux, effectivement, ils ont été au Nord, ils en savent beaucoup. Ils en savent beaucoup et c'est pour cela quand ils sont au pouvoir aujourd'hui, effectivement, ils essaient de jouer, pas à l'équilibre, mais effectivement de trouver la meilleure formule pour faire sortir le Mali de cette crise-là aujourd'hui. Mais je crois que tout, que ce soit la francophonie, que ce soit la CEDEAO et bientôt d'autres organisations, tant que la France est derrière, ce qui est sûr, nous autorités vont piger ces différentes organisations-là. Moi, je crois qu'il est temps vraiment qu'on essaie de mettre fin à ça. La France, qu'on le veut ou pas, le français, on va l'utiliser. On a beau promouvoir nos langues nationales, le français aujourd'hui, même quand on nous dit que c'est une langue de travail aujourd'hui, mais c'est une langue officielle qu'on le veut ou pas. Comprenez? Elle s'est imposée par elle-même comme une langue officielle aujourd'hui. C'est vrai, on a trouvé dans cette nouvelle constitution l'alchimie pour dire que c'est une langue de travail et faire promouvoir nos langues nationales comme des langues officielles. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui sans le français? Le fait là. Voilà, le fait là. Ok. Monsieur Mouroudia, oui. Comment comprenez-vous qu'aujourd'hui même la langue française, aujourd'hui même l'espoir de ce français-là même, c'est les anciennes colonies de la France? Parce que quand nous prenons la France elle-même, elle est confinée. Mais l'espoir même de la langue française, moi je pense que c'est dans ces anciennes colonies. Donc avec ces différents retraits-là et avec ces différents problèmes, comment trouvez-vous même l'avenir de cette langue en Afrique et surtout dans les pays colonisés par la France? Nous, on se préoccupe de notre propre avenir plutôt que de se préoccuper de l'avenir de la langue française. Ce n'est pas un problème. Il y a le Japon qui a été colonisé, mais aujourd'hui, ils ont leur langue nationale. Ils étudient, ils se développent là-dedans. La Chine, pareil. La Corée, pareil. Mais comme Abdallah l'a dit, nous sommes quand même liés par cette langue aussi, hein, parce que
notre éducation et tout se fait avec la langue française aujourd'hui. C'est son analyse, mais je ne le partage pas. C'est un fait. Oui, c'est un fait, mais ce n'est pas irréversible. C'est ce que je viens de te dire. La Corée, la Chine, le Japon, ils ont été colonisés, oui ou non? Oui. Mais aujourd'hui, va là-bas. En Russie, tu pars, tu vas d'abord étudier une année de langue. Partout, en Allemagne, tu vas étudier d'abord une année de langue pour apprendre leurs connaissances. Mais nous, il a dit, nous, on fait 7 ans pour apprendre le ABCD. Bon, tout cela, c'est pour simplement dire que nous, aujourd'hui, notre ligne de défense, d'affirmation de notre souveraineté tranche avec le prolongement de la colonisation. L'impérialisme, le néocolonialisme, en réalité, c'est le prolongement de la colonisation. Et ça tranche avec la volonté paternaliste de la France, qui nous prend encore comme ses enfants, comme ses sujets. Et c'est ça le problème. On n'est pas contre le français, on n'est pas contre la France. Mais si, entre-temps, on pense que notre salut va passer par l'affirmation de notre souveraineté, et tout part de là. C'est parce qu'on a osé affirmer notre souveraineté qu'on a osé faire se débarrasser des forces militaires étrangères. Comme il l'a dit, la souveraineté militaire, la souveraineté politique, la souveraineté diplomatique, tout est parti d'une volonté exprimée d'affirmer sa souveraineté. Et heureusement que le président Assimi a déjà pris les devants en déclarant l'année 2025 l'année de la culture. Ça tranche vraiment avec la promotion d'une culture étrangère. Mais tout a un début, tout passe tout petit, ça commence petit avant de s'agrandir. Avant-hier soir, je suivais sur l'ORTM la directrice nationale des langues. Elle a dit qu'il y a 4 ou 6 langues, je ne me rappelle pas trop, qui sont déjà prêtes à être enseignées au Mali. Mais ça, c'est un progrès extraordinaire. Bon, je ne veux pas encore faire fâcher mon ami. C'est les politiciens qui sont venus, qui ont tout mis dans l'eau, alors qu'il y avait la DNF là, et tout un système de langue, de développement d'une langue nationale. Pour ce qu'il a dit, l'accord de la déclaration de 2000, ça tranche avec vraiment la volonté d'aller vers le développement de nos langues nationales. Nous, quand on était petits, à l'époque, il n'y avait pas les FM, il y avait les SW. On captait une radio de la Russie qui parlait le bambara. On nous a même dit qu'il y a une université en Russie. On écoutait beaucoup avec nos papas là. Bien sûr, on nous a dit qu'il y a une université en Russie qui étudiait le bambara. Et donc, c'est pour dire que c'est possible de le faire. Donc, avec cette déclaration du président de l'année de la culture et les dispositions qui sont en train d'être prises, tiens, par exemple, le projet de constitution a été traduit en 13 langues. C'est les 13 langues nationales qui ont été retenues et valorisées déjà. Donc le projet de constitution a été traduit dans ces 13 langues et vulgarisé. Donc ça, c'est un excellent travail. Ce n'est pas simplement que, comme il a dit, l'alchimie qu'on a trouvée pour le développement d'une langue, c'était une réalité. Et donc, il faudrait s'en approprier pour qu'on puisse vraiment le traduire en concret dans les années à venir. Selon vous, par exemple, les sanctions sélectives que le communiqué parle, oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ces sanctions-là? C'est une réalité. Sur le plateau même, on vient de le répéter. Un pays aussi qui a fait le coup d'État a été suspendu au même titre que les autres. Ils ont été démarchés et réintégrés. Et pourquoi pas les autres? C'est peine perdue. Aujourd'hui, nous, on a déjà tiré les conclusions. On s'est retiré et puis c'est fini. D'accord. Monsieur Touré, oui. Avec le retrait de la CEDEAO aussi, il y a eu vraiment des démarches. Des présidents sont venus chez nous pour essayer de voir encore si on peut faire un retour. Tout à fait. Pensez-vous que ce sera le même cas avec la francophonie? Bon, moi je ne suis pas... Parce que moi j'aime beaucoup la politique qui s'assume. C'est-à-dire qu'un homme politique, ta grandeur, c'est ta cohérence et ta constance. Quelle déception si aujourd'hui on retourne à la CEDEAO, si on retourne à l'OIF, parce que c'est des décisions prises pour moi qui sont irréversibles. Un homme politique doit s'assumer. Ouais. Mais qu'est-ce qui est possible avec la CEDEAO, avec le président ghanéen qui était là, plutôt B2B, un businessman, qu'un politique? Il est venu défendre les intérêts du Ghana, offrir des opportunités au Mali. Et même si vous avez vu l'accueil, il y avait le drapeau de l'AES, le drapeau du Mali, le drapeau du Ghana, pas de la CEDEAO. Il a prôné juste la coopération entre le Mali et l'AES et la CEDEAO. Donc c'est bien. Donc même si l'OIF nous démarche, pour moi c'est peine perdue, parce que c'est une opportunité unique, une décision historique que les autorités ont eu le courage de prendre. Parce que toutes les décisions ont été des décisions courageuses, contrairement aux politiques et aux politiciens
qui n'ont pas eu le courage de prendre certaines décisions. Contrairement à mon ami Yatara, la langue française a été imposée. On n'a pas eu le choix, il faut qu'on soit clair. Tous les ans, plusieurs milliards ont été investis pour apprendre et à parler français correctement comme eux ils veulent. On n'a pas eu le choix. Qu'on le veuille ou pas, on nous a été formatés et formés. C'est même une faute, ça faisait 4 points. On n'a pas eu le choix. Donc, contrairement, l'intérêt national doit primer sur tout. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup Donald Trump. Qu'est-ce qu'il dit? Les États-Unis d'abord. Il a défendu les intérêts des États-Unis contre Mordicus, retrait de l'OMS, fermeture de l'USAID. Bientôt la VOA. C'est-à-dire que lui, il n'a pas de sens. C'est les intérêts américains d'abord. Non, sur la venue même de Trump, il faut voir, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un nouveau vent qui souffle, un nouveau vent de souveraineté? Parce qu'avec l'avènement de Trump, avec ce que nous voyons avec la Russie, avec la Chine, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un air nouveau de souveraineté? C'est ce qu'on appelle la reconfiguration politique et géopolitique, stratégique. C'est-à-dire que les pays se referment sur eux-mêmes. On n'est plus dans la diplomatie de l'hypocrisie politique. Je donne un exemple. Un autre ordre mondial. Un autre ordre mondial. Je donne un exemple. Les mêmes pays qui condamnent le Rwanda à quitter le Congo sont au Rwanda, sont comme ça. Il ne faut pas essayer de jouer aux pompiers et aux pyromanes. Il faut qu'on ait des politiques sincères. L'ère qui est en train de se passer, c'est un nouveau recadrage politique qui ne se base que sur les intérêts nationaux. Chaque pays défend ses intérêts. Et les pays n'ont pas d'amis, les pays ont des intérêts. Quand tu prends la Russie, quelle est l'organisation internationale dont la Russie n'a pas été suspendue? Ça empêche quoi? La Chine, la Corée, les BRICS. Si nous prenons le cas de Trump, ce que les actes posés sont contre. Il a même dit, je n'ai pas encore confirmé, qu'ils sont prêts même à quitter l'ONU. C'est sur la table. Donc, quand on est avec vous, c'est pour avoir des avantages. On est avec vous, nous sommes. Hier, il disait que ça, les États-Unis, l'OTAN n'est rien. Il a même coupé les vivres à l'OTAN pendant une semaine à l'Ukraine. Qui peut faire ça? C'est quand on est puissant, c'est sa langue. Je ne suis pas contre quelqu'un, mais lors de l'interview, l'entretien avec Donald Trump et Emmanuel Macron, Macron parle français. Trump dit qu'il n'a pas compris. Il faut qu'on le traduise en anglais. Est-ce que nous-mêmes, on doit parler le français qui n'est même pas reconnu? C'est au Mali seulement qu'on parle français. Il faut voyager seulement. Tu quittes le Mali jusqu'à ton retour, c'est l'anglais. Et la langue, c'est la puissance économique. La Turquie, elle est puissance économique parce que même aujourd'hui au Mali, on a la possibilité d'apprendre la langue turque, la langue russe, la langue chinoise. Parce que l'économie revient avec la langue. Tant que tu ne te mets pas en valeur, on ne te mettra pas en valeur. On a été plus de 65 ans mis en bas à cause de nos langues. Et comme je l'ai dit, la politique pour mieux diviser et régner, on nous a fait croire que l'ethnocentrisme nous empêche de nous développer. C'est faux. Quand on prend le Sora et le Songé, tous les noms, jusqu'à Niamey, ils parlent Songé. Quand on prend le Peul, on prend le Bambara par exemple. Moi en 2003, j'ai eu le bac. J'étais venu à Bambara. Je suis obligé de parler Bambara. Qui est le Malien qui ne parle pas Bambara? Même les BAB. Il y a actuellement un dictionnaire Bambara français, anglais et même russe, ça existe. Les traductions, donc c'est pour dire que ce n'est pas possible. On nous a imposé, maintenant on est libre de dire non. Et il faut que les autorités s'assument et revoir carrément nos programmes de formation. Sinon, ça va être peine perdue. Monsieur Yatara, Monsieur Touré disait qu'il faut s'assumer. Un homme politique, tu dois t'assumer. Donc maintenant, avec ce problème de retrait aujourd'hui, est-ce qu'il y aura des répercussions sur l'éducation, sur certaines relations entre nous, la France, entre nous et les autres pays? Permettez-moi d'abord de dire à mon cher ami Touré que toutes les langues ont été imposées, même l'anglais. Vous comprenez? Ça ne nous a pas été imposé. Les langues du colonisateur? C'est tout. Ah, ouais. C'est tout. Que ce soit les pays lusophones, les pays. Mais il faut reconnaître aussi que les politiques ne sont pas les mêmes, les politiques anglaises et les politiques. Quel que soit. Ça, c'est le système colonial. Ça, c'est le système colonial. Mais tant que tu es colonisé, forcément, tu apprends la langue du colon. Ça, c'est clair. Et aujourd'hui, il ne faut pas qu'on balaye d'un revers les avantages du français. C'est vrai, le français n'est pas la première langue parlée au monde, mais le français est quand même parlé aujourd'hui. C'est pratiquement, je crois, la 4e ou la 5e langue au sein des Nations Unies. Vous comprenez? Vous prenez mais c'est grâce aux anciennes colonies. Quand vous retirez les anciennes colonies, le français, c'est pas confiné. Au sein des Nations Unies, je crois que le français, c'est la 4e ou la 5e langue parlée, je crois. Il y a même l'arabe. Voilà, exactement. Vous comprenez? Donc, il veut promouvoir cette langue nationale là aujourd'hui. Mais en réalité, dans le système éducatif malien, on avait commencé à enseigner les langues nationales. Mais c'était où? C'était dans les écoles où résidaient les enfants des pauvres. Mais quand vous prenez les autres écoles au Mali ici, la langue nationale n'était pas enseignée.
On le sait. Mais l'expérimentation, c'était où? C'était dans les écoles où résidaient beaucoup plus les enfants des pauvres que les enfants des riches. Même ça a été sélectif dans notre propre pays ici. Qu'est-ce qu'on va dire à la France? Mais cette fautologie à rougir de ça aussi. C'est pas la France, c'est nos dirigeants. Non, voilà, c'est exactement. Donc on n'a pas aussi à rougir de la France, nous, encore du français. Si nous-mêmes, nos dirigeants appliquent cette ségrégation-là ici sur notre propre sol, en enseignant les langues nationales uniquement dans les écoles où résident les enfants des pauvres. Les écoles qu'on connaissait, les Mouroukounati et autres, le français les langues nationales n'étaient pas enseignées là-bas. Mais au bout d'un temps, ils sont obligés d'abandonner. Et aujourd'hui, même quand tu prends le système éducatif, je dirais même que 80% du personnel du ministère de l'Éducation nationale ont leurs enfants dans les écoles privées. Dans les écoles privées, le personnel du ministère de l'Éducation ont leurs enfants dans les écoles privées plutôt que dans les écoles nationales. Le retrait aura-t-il des répercussions sur notre éducation? Pour revenir à votre question, j'ai dit, ça n'a aucune répercussion en réalité. C'est pas, moi, je n'ai pas peur de ces retraits-là aujourd'hui. Comme je l'ai dit, je les mets dans le cadre, comme l'a dit Chougatou, j'aime le citer ici, c'est des scènes de ménage. Et je crois que même si Hassim devrait se présenter, et être élu comme président de la République, je sais qu'il reviendra sur ces décisions un jour. D'accord, monsieur Dia. Oui. Avant de partir, parce qu'il y a un point là. En 2003, 2004, j'étais en première année de philosophie à la Flash. Il y a la langue Songwe que nous apprenons. C'est à l'université. Il y avait toutes les langues nationales. Oui. Mais moi, j'ai opté pour le Songwe quand je suis de Tombouctou. Et les autres ont opté pour les langues. On nous apprend, c'est même une IV. Unité de voix. Tant que tu n'as pas la main, tu ne passes pas. Donc, contrairement à ce moi, j'ai appris les Bamans à l'université aussi. Donc, c'est pour dire que ce qu'il dit forcément n'est pas. Tout dépend des politiciens. Tout dépend et du courage. Des décideurs. Et surtout du courage. Il faut être constant, courageux et s'assumer. Et je l'ai tout le temps dit, soit on meurt, soit on vit. Okay. Un homme, ça s'assume. Monsieur Mamadou Dia, oui. Pour fermer ce chapitre-là du retrait de l'AES de la francophonie, quel est votre dernier mot là-dessus? Bon, le dernier mot, c'est que nous, on s'est retiré. D'après M. Touré, on s'assume. Et encore une fois, j'aime à le dire, ce n'est pas un saut dans l'inconnu. Il y a bien sûr des dispositions qui vont venir et qui vont vraiment prendre c'est le début d'une histoire. C'est le début d'une histoire, des dispositions pratiques qui vont être là. Comme je le disais, Madame la directrice des langues, l'autre jour, disait qu'il y avait 4 ou 6 langues qui étaient déjà prêtes à être enseignées. Et donc ça, c'est une excellente chose. Quand on a vu qu'on a pu traduire le projet de constitution en 13 langues nationales, ça, c'est une excellente chose. Donc ça veut dire que c'est possible. Il faudrait simplement trouver les mesures d'accompagnement et oser franchir le cap. Il y a de l'existant, il y a eu de l'existant. Quand on était petit, on avait la DENAFLA, la Direction nationale des langues fonctionnelles. Voilà, l'alphabétisation fonctionnelle et la linguistique appliquée. Exactement. Direction nationale de l'alphabétisation fonctionnelle linguistique. Aujourd'hui, c'est ILAB. DENAFLA. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà des tentatives. Il faudrait simplement les renforcer et puis les cadrer avec la nouvelle dynamique. Mais selon vous, qu'est-ce qui a cassé cette dynamique-là? La DENAFLA avait du nom, hein? Et bien sûr. Ça existe jusqu'à présent. C'est l'ILAB. On a changé le nom. Avec les changements de régime, bon, les princes ont des façons de faire. Sinon, je pense qu'avec Feu Samasekou, il y avait aussi une politique de langue à l'école. Là, j'ai même oublié comme la dénomination officielle était quoi. Donc ça aussi, c'était la promotion des langues locales. Et donc, il y a eu des tentatives. Il faut simplement les renforcer et les mettre au goût du jour par rapport vraiment à cette volonté de valorisation de la langue nationale. Okay. Voilà. Monsieur Touré, oui. Pour fermer ce chapitre. Bon, pour fermer, je l'ai dit, c'est une opportunité. Si on a 7 ans de retrouver, c'est un grand pas. Un tournant où il faut s'assumer et donner l'opportunité de se faire reconnaître à l'international. Il faut la langue, il faut la culture pour se faire reconnaître et s'imposer. Et comme je l'ai dit, il faut une génération qui va être initiée. Pour nous, c'est déjà perdu parce qu'il faut connaître l'alphabet, les conjugaisons, la transcription même. Donc, il faut que l'État s'assume. Et ne pas oublier que la langue même, c'est la colonne vertébrale. C'est la colonne vertébrale. C'est-à-dire que les politiciens nous ont donné carte sur table à la puissance occidentale. Il faut qu'on revienne. Je vous ai dit, je les maintiens. Quand on quitte le Mali, le français, même en France, on parle l'anglais. Donc, à vrai dire, il faut qu'on évolue. Quand on fait une faute en français toute la journée, on est frustré. Quel est l'enfant qui peut commettre une faute dans sa langue maternelle? Ça n'existe pas. Vraiment. L'enfant est excellent. On a mis ce qui ne comprend pas, il est frustré. Il connaît tout ce qu'il a, quel que soit l'objet, il peut te le dire. L'action, il peut s'exprimer.
Il manque juste de l'écrire. Mais un cas, tu prends un Français en France, tu l'amènes en Afrique. Nous, on est fort en grammaire que lui. Parce que lui, il parle. Il dit tout. Il connaît les verbes, mais on connaît, nous, l'écriture. Il faut qu'on apprenne juste à écrire. Qu'on laisse vraiment, qu'on laisse la chance. Mais M. Touré, il faut reconnaître aussi, il faut faire une autocritique. Vous l'avez dit, parce que tout ça là aussi, ce sont nos dirigeants, tout ça là aussi, ce sont nous-mêmes vraiment qui avons fait oui, quand je parle, on dit que je suis contre. C'est-à-dire que moi, je l'ai dit, le salut du Mali, la réforme du Mali passe par la réorganisation des classes politiques. Il faut que la politique soit réorganisée. Les politiques, c'est leur rôle d'exercer les pouvoirs, mais il faudrait qu'on les réorganise, que les politiques mettent l'accent sur la formation citoyenne. C'est-à-dire que tant que cette classe politique-là, vieillissante, où 80% c'est les mêmes depuis 1991, il n'y a pas eu de réforme, le Mali ne peut pas. C'est-à-dire que l'avenir même du Mali passe par la réorganisation des classes politiques. Monsieur Abdallah, et M. Touré demande à la politique de se réorganiser. De les réorganiser. Je l'ai plusieurs fois interpellé sur ce problème. Je lui ai dit que le Mali, ça fait 64 ans d'indépendance aujourd'hui, bientôt 65 ans. Et quand vous enlevez les 23 ans du général Moussa Traoré, et quand vous enlevez, quoi qu'il ne veuille pas, quand on enlève les 10 ans du général Amadou Ousmane Touré, quand on enlève les 4 ans de la transition là aujourd'hui, et les 1 an peut-être. On ne va pas détailler, on va globaliser. Donc on est pratiquement sur 64 ans, on est pratiquement à 36 ans pour les militaires. Vous comprenez? Donc ne mettez pas tout sur le dos des politiques. Vous comprenez? Ne mettez pas tout sur le dos des politiques. Non, je viens, Touré, je ne vous ai pas interrompu. Non, même si les militaires sont... Non, même si les militaires sont... L'administration du pays aussi, c'est politique. Voilà, lui-même, si lui-même il pense qu'en réalité, tout c'est sous le dos des politiques, le voilà maintenant devant les faits accomplis. On a 64 ans d'indépendance, on a pratiquement 36 ans pour le compte des militaires. Je crois qu'il ne faut pas verser le bébé avec l'eau du bain. Il faut savoir que la culture, c'est tout ce qui nous reste après avoir tout perdu. Personne ne peut pas démentir l'importance de la culture aujourd'hui. Et l'UIF est là pour la promotion de cette culture-là aujourd'hui. Et vivement que cette année soit décrétée l'année de la culture, effectivement, si on était resté dans l'UIF, peut-être que l'UIF nous accompagne aussi dans cet événement-là aujourd'hui. Mais je dis, je le maintiens, c'est juste des scènes de ménage. Et je dis, quel que soit le président qui va venir après la transition, même si c'est le général Assimi qui s'il se présentait, je crois qu'on retournerait dans cette organisation-là un jour. Donc parce qu'il me porte un chef, j'ai dit, la gestion d'un pays incombe aux politiques. Même si les politiques ont eu la chance de gouverner 2 ans, les politiciens doivent être capables de produire des politiques sous forme de projets de société qui puissent faire sortir du Mali dans la situation. C'est ce que j'ai dit. Je ne suis pas contre, mais j'ai dit la gestion incombe aux politiciens qui ont failli à un moment donné de notre histoire. C'est ce que j'ai dit. Je crois que c'est bien compris, M. Yaba. Voilà, moi je suis avec vous les politiciens. Merci beaucoup. Il faut changer un peu. Donc l'émission c'est Regard croisé. Nous entamons le deuxième thème de notre émission aujourd'hui. Le deuxième thème c'est la création de la Banque confédérale d'investissement et de développement BCID. Je ne garantis pas la prononciation, c'est BCID ou BCID, on va le dire comme ça. Monsieur Mamadou Dia. Oui. Les 3 pays ont décidé de créer une banque confédérale. Les mots ont leur sens. Bien sûr. Donc, d'investissement et de développement. Donc, avec un capital de 500 milliards de francs CFA. Quand cette annonce a été faite, avec votre mouvement à Katanaï, ça vous a fait quoi? Nous, c'est très heureux que nous avons appris, même si on s'y attendait. Donc la déclaration, vraiment, ça a été très très salutaire pour nous. Parce qu'en réalité, c'est ce que je disais aux alentours du 28-29 janvier où les gens parlaient, demain c'est la date butoir, qu'est-ce qui va se passer, on n'a rien vu encore. Je disais que non, il fallait attendre juridiquement le 29 pour qu'on puisse voir certaines dispositions de l'AIS sortir. Parce qu'on ne peut pas faire circuler simultanément les deux. Même dans un divorce, dans un ménage, tant que le divorce n'est pas consommé totalement... C'est une étape, hein? Voilà, on n'a pas épuisé les voies de recours, tu es censé rester toujours dans le mariage. Donc il faudrait la dissolution propre pour que les uns et les autres, par exemple si monsieur a une prétendue, donc il pourrait la montrer officiellement, ainsi vice-versa. Donc, à partir du 29 janvier, on s'attendait déjà
avoir les dispositions, parce que pendant l'année de déclaration de sortie, les techniciens, les 3 pays ont mis ce temps-là à profit pour faire des réunions, des rencontres. Les techniciens ont travaillé, ils ont beaucoup de projets qui vont absorber vraiment tout le dispositif précédent qui existait au sein de la CEDEAO, notamment la banque d'investissement et bien d'autres infrastructures, bien d'autres structures, bien d'autres organisations confédérales qui vont devoir prendre en charge le destin de l'AES. Et maintenant, cette banque-là, comme vous l'avez dit, c'est une banque de développement. C'est pour vraiment se charger des infrastructures et simplement des projets de développement. En réalité, ça veut dire qu'on va revenir vers les États investisseurs. Au lieu d'aller chercher tout le temps des fonds de la Banque mondiale de ceci, cela, nous aurons notre propre banque d'investissement. Ça veut dire que nos États vont pouvoir supporter l'investissement. Donc, leurs projets d'investissement pourront trouver des financements internes. Donc, forcément, vous allez certainement le voir bientôt. On va aller vers la création d'une monnaie AES, forcément. Parce que donc, cette banque-là, ça augure la future monnaie. Donc, c'est comme ça que le Niger a annoncé un projet de route de Niger jusqu'à Bamako, un projet de chemin de fer. Et donc, nos opérateurs économiques pourront désormais venir, parce qu'il y a des organisations, il y avait aussi une banque de la CEDEAO qui finançait des projets. Et donc, tout ça, c'est le palliatif qui vient d'être annoncé. D'accord, je vais vers M. Touré. M. Touré, on dit que cette institution vise à financer des projets structurants pour accélérer le développement économique, comme Dia l'a dit, et renforcer l'indépendance financière du bloc sahélien. Voilà. Donc, je pense que nous sommes à un tournant aujourd'hui, en regardant même le fonctionnement du nouvel ordre mondial. Et même il y a une semaine seulement, les Européens sont en train de se voir, voilà, créer des trucs, bon, se rassembler, tout ça. Donc, avec cette banque-là, est-ce qu'en réalité, aujourd'hui, ça va atténuer beaucoup nos problèmes, surtout les investissements et les projets de développement? Oui, tout à fait, parce que comme je l'avais dit au départ, ça rentre dans le cadre de la souveraineté. Au sein de l'AES, nous avons la souveraineté militaire. Il faut dénoncer les accords de défense, se décider de l'orientation politique, avec qui il faut faire, comment traiter. La souveraineté politique... Le choix de nos partenaires. La souveraineté politique, faire des réformes, des institutions fortes que les hommes. Les hommes partent, les institutions restent. D'où, au sein de l'AES, il y a une batterie de réformes qui sont en cours. Le troisième point, c'est l'économie. Tant qu'on n'a pas la souveraineté économique, il y aurait toujours des possibilités. Au moment où d'autres viendront, on retourne à zéro. Donc, il faut forcément avoir les trois. Quand aujourd'hui on parle l'anglais, parce que l'anglais renferme la puissance économique du dollar. Quand vous parlez yuan ou shilling, donc quand les monnaies reflètent la puissance économique des États et leur indépendance. Donc il faut forcément que cette banque qui a été annoncée soit opérationnelle. Maintenant, son opération va faire quoi? C'est un pas décisif, un tournoi important vers une indépendance, une autonomie financière de l'AES. Et premièrement, on ne va plus écouter, ça va nous soustraire des banques comme la Banque mondiale, FMI, des orientations où, je donne un exemple, que c'est ce que la loi contre l'homosexualité a été votée au Mali. Dans d'autres pays, quand tu fais la promotion de l'homosexualité, on t'injecte de l'argent. Donc nous, on te donne l'argent et on te dit de faire ça. Donc maintenant, chez nous, ça n'existe pas. On a notre banque qui va être fonctionnelle. Et maintenant, quelles sont les conséquences à long terme? Conséquences à long terme, la monnaie. Pour faire ta banque, il faut une banque centrale. Moi, je pense que cette banque la création de cette banque d'investissement, c'est une banque centrale qui ne dit pas son nom. C'est pour aller vers la monnaie. Qu'on le veuille ou pas, pour être indépendant, il faut avoir sa monnaie. Mais les faits sont têtus. Que les autorités fassent attention. L'histoire d'un pays voisin où il a eu sa monnaie, on sait ce qui s'est passé. Interjecter des faux billets, créer des problèmes et faire chuter les régimes. Donc, ça a des conséquences. Des conséquences. Il faut s'assumer. Deuxième point, ça va faire. Parce que c'est des bonnes guerres. Hein? C'est des bonnes guerres. Deuxième point, ça va, comme tu l'as dit, financer les entreprises, financer le local. Et pour finir, créer de l'emploi. Nous allons voir nos fonctionnaires qui seront recrutés au plan national. On n'aura pas besoin des experts. Quand tu prends les banques, on te fait amener des experts d'un autre pays qui va venir discuter de tes problèmes et financer un montant. Des spécialistes du Mali, des spécialistes comme l'ont déjà fait les politiciens. On ne va pas dans ça. Donc, c'est pour dire... Je te recharge les politiques. Je donne un exemple. L'histoire des bourses, l'histoire des coopérants.
c'est à la charge des pays. Mais on ne nous dit pas tout. Donc, c'est que c'est des mécanismes d'exploitation. Donc, cette banque, pour moi, vraiment, c'est une opportunité définitive vers une indépendance. Donc, elle est la bienvenue. L'air, voilà. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Yattara, Monsieur Touré vous charge. Donc, comme votre... Je le comprends, mais je dis tout simplement que qu'il sache, et je le répète encore, le Mali a été fait et par les militaires et par les politiques. Comme le nom de votre parti est évoquant, Yelema, avec la création de cette banque confédérale, cela ne va-t-il pas vraiment vous conforter dans vos politiques? Effectivement, une banque d'investissement est quand même toujours la bienvenue. On comprend, vous prenez juste l'exemple même de la BDC pour la CEDEAO. La BDC à laquelle les 3 pays doivent jusqu'à présent 27 projets et programmes en cours d'exécution et près de 500 millions de dollars d'investissement. Vous comprenez, une banque d'investissement en réalité est avant tout un outil stratégique pour non seulement renforcer la souveraineté financière, mais aussi réaliser aussi les investissements d'infrastructures. C'est qu'à la différence des banques commerciales qui agissent uniquement pour les rentabilités à court terme, les banques d'investissement s'investissent beaucoup plus dans les projets pour permettre un développement économique et social équilibré. Vous comprenez? Effectivement, dans la conception, c'est une très bonne idée. Mais une chose est sûre aussi, c'est de passer à l'acte et de rendre aussi opérationnelle cette banque-là. Et de quitter. Nous sommes, pour le moment, il faut qu'on essaie, nous sommes pour le moment dans l'idée d'une banque d'investissement. Et c'est une très bonne idée aussi. Mais encore faudrait-il la rendre opérationnelle. Les 500 milliards donc tout faire pour la concrétiser. Va être réparti peut-être équitablement entre les trois pays. Peut-être que maintenant, une banque, quelle qu'elle soit à ce niveau-là, les gens pensent qu'on est complètement indépendant maintenant, mais une banque n'est jamais indépendante. Vous prenez le cas même de la BDC. La BDC même vient sur le marché monétaire du mois emprunter de l'argent. Vous comprenez? Donc on ne peut pas uniquement se développer avec ce capital de 500 milliards. Forcément, on aura à emprunter de l'argent et sur le marché monétaire et par rapport à d'autres institutions financières aujourd'hui. Oui, nous savons que tous les pays sont liés. C'est l'interdépendance, mais vraiment, il faut tirer les choses sur les intérêts. Exactement, il faut qu'on dise, qu'on fasse comprendre aux gens que, effectivement, une fois que cette banque centrale, cette banque d'investissement viendra, tous nos problèmes sont finis et qu'on n'aura plus besoin d'emprunter sur le marché monétaire international ou sur le marché monétaire de l'UMOA. Non. Une banque ne peut jamais se suffire à elle-même. Une banque est toujours obligée de partir chercher encore des financements et des investissements sur d'autres marchés aussi. Monsieur Dia, le ministre des Finances, Monsieur Alocene Sanou, disait, je cite, donc il disait qu'il salue cette initiative comme une avancée vers l'indépendance financière de l'AES. Avec la BCID, nous posons un jalon important dans la consolidation de notre souveraineté économique en réduisant notre indépendance aux financements internationaux. C'est exact. C'est ce que je disais à l'entame de mes propos. C'est un instrument de souveraineté déjà. Je salue vraiment la clairvoyance des responsables de l'AES pour cela. Et puis, contrairement à ce que pense Yattara ou à ce que veut faire dire Yattara, nous, on ne demande pas l'indépendance vis-à-vis du monde. Nous, on veut simplement affirmer et maintenir notre souveraineté. Pourquoi la Banque mondiale ou le FMI arrive à imposer son dictat aux autres pays? Voilà. Ça, c'est parce que simplement... Mais il a fait une analyse objective. Oui, je ne dis pas. On a dit que c'est bien, mais il faut... Voilà. Je pense que c'est bien aussi. Qu'est-ce qui fait que la Banque mondiale, le FMI, en arrive à imposer leur dictat aux autres pays? Parce qu'ils ont la bourse financière. Et donc, nous, on a les ressources financières capables de supporter notre investissement. 500 milliards pour les 3 pays, c'est quoi? C'est rien. Avec toutes les ressources minérales qu'on a. C'est pas impossible. Feu Kadhafi avait déjà annoncé une banque africaine à combien de milliards? Kadhafi avait annoncé la banque africaine avec... Ça l'a attiré quand même des ennuis, hein? Oui, mais c'est pour te dire que ce n'est pas la mer à boire. C'est bien possible pour les 3 pays dans l'Union de le faire. Et comme je le disais, ça marque un peu le retour de l'État investisseur. Pour que l'État puisse employer, donner du travail aux gens, il faudrait que l'État ait de l'emploi. Et donc, si l'État arrive à trouver les financements, parce que qui parle d'investissement parle de financement, donc tous les projets pourront être financés. Et puisqu'on est maître de notre propre bourse, nous aussi, au lieu, comme le disait M. Touré, prenez l'argent, faites ça,
Ben, nous-mêmes, on a notre argent, on valide les projets, c'est pour cela qu'on parle de projets structurants. Donc, les projets qui sont retenus pour les 3 pays, c'est notre banque qui les finance. Voilà. Et puis, il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas autour de la dette extérieure. Il y a la dette, il y a les intérêts, il y a aussi le service de la dette. Très peu en parlent. La dette extérieure a un service. Les experts qui viennent, nous, on est obligé de les payer, de les prendre en charge. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le service de la dette. Donc tout ça, si on te donne 1 million, on te dit, bon, on envoie 2 experts qui viennent, ils sont spécialistes de montage. Leur traitement même, ça va tout prendre. Ça va peut-être aller jusqu'à 400 000, 500 000. Et nous, on est obligé de payer 1 million plus X%. Donc on va bénéficier en réalité de combien? C'est pour cela qu'on dit l'aide publique au développement, l'aide étrangère, là, ça n'arrive jamais à développer nos pays. Parce qu'il y a tout ça qui n'apparaît pas. On te donne 1 million, on t'envoie des experts que tu dois prendre en charge. On te dit d'aller payer le matériel dans le pays donateur. Si c'est la France qui paye, on te dit d'aller payer le matériel en France. Même si tu as le matériel au Niger, on te dit non, va payer en France. Ça coûte plus cher d'aller se ravitailler en France. D'accord. Donc tout ça, c'est le poids de la dette en réalité. Okay. Donc ça va nous éviter d'aller, de nous extraire de ça et de nous consacrer à notre développement. Monsieur Touré, c'est bien la souveraineté, les choix des partenaires, tout ça, la création de la banque. Mais, Monsieur Touré, est-ce qu'il ne faut pas aussi faire le ménage souvent? Parce que nos grands problèmes aussi sont liés à la corruption, c'est lié vraiment à la malversation. Bon, en réalité, nous avons ce problème en Afrique et plus particulièrement au Mali. Bien vrai que les autorités luttent beaucoup contre ça aujourd'hui. Tout ça, c'est bien fait, mais en réalité, il faut faire le ménage. Il faut balayer devant sa propre maison, vraiment, pour que les lieux puissent rester propres. Donc, en plus de tout ça, la sortie, la francophonie, la création de cette banque, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui vraiment sur l'assainissement financier aujourd'hui chez nous? Donc pour revenir, Yatara m'a pas bien, comme j'ai dit, avec cette banque, on tend vers une autonomisation financière, vers une indépendance sous l'emprise, j'ai dit sous l'emprise. L'emprise a son mot, a son sens ici. Sous l'emprise d'institutions comme le FMI, comme la Banque mondiale. C'est-à-dire qu'on peut travailler avec eux. Oui, je sais, à part les FMI, les banques mondiales, là, si on crée cette banque, il y aura des projets. Et dans l'exécution de ces projets-là, il faut faire le ménage parce qu'en réalité, l'histoire, c'est que nous avons vu ici avec l'histoire, c'est pour donner une petite précision. Je dis qu'avec cette banque, on sera moins dépendant de ces institutions. Et maintenant, quant à revenir à notre situation, il est dit, ceux qui nous ont vendu l'idée des Mali Koura, des Mali nouveaux, doivent aller au bout de leurs idées. C'est-à-dire que tant que la corruption, l'impunité, la mauvaise gouvernance, le népotisme, mon parent, moi-même, mon fils, tant que ces problèmes ne sont pas résolus, on ne tend pas vers le Mali Koura. Donc, actuellement, avec les autorités de la transition, nous avons certains acquis. Moi, je le dis, nous avons certains acquis. Les acquis, nous avons la reconquête territoriale. Les zones ont été libérées. La souveraineté politique. Le ministre de la Justice l'a même dit hier, ou avant-hier dans une allocution, pour dire que le taux commence à rehausser vis-à-vis de l'appréciation. Moi, je demande qu'ils aillent loin. Tant que la mauvaise gouvernance, tant que la corruption, tant que la méfiance, tant que les gens pensent qu'ils sont victimes, quelque part, on ne tend pas vers le mal. Le Mali Koura veut quoi? Il faut un changement. Il faut une rupture nette et claire avec les événements, avec le passé. Dans le passé, il y avait tout ceci. Il y avait tout ceci. Et nous avons assisté à beaucoup de scandales. Nous souhaitons que la justice fasse son travail et que le Malien se reconnaisse dans le Mali Koura tant souhaité. Monsieur Yatara, Yelema veut dire le changement. Donc Yelema a toujours demandé que les choses changent. Alors, avec tout ça, le retrait de l'AES, la francophonie, la création de la banque d'investissement, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour soutenir tout ça là avec le changement de comportement du Malien? En réalité, nos autorités sont en train de déployer d'énormes efforts. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ces efforts de développement sont sapés par la corruption. Très important à dire. Et regardez le cas de l'EDM. On est en train de nous sacrifier pour tirer l'EDM du trou. C'est à ce même moment qu'on nous fait savoir que 13 milliards de garanties fictives.
Et chaque fois, il y a des découvertes par-ci par-là. Alors que la population est en train de se sacrifier. Et même avec la nouvelle ordonnance sur la taxation sur la communication, on est en train de se sacrifier pour sortir l'EDM du trou. C'est à ce même moment que certains cadres de l'EDM profitent pour nous enfoncer encore dans le trou. Vous comprenez? Quand vous prenez le rapport du vérificateur général, à peu près 132 milliards de manques à gagner en 2024, le clé y paraît. Et je crois que tant qu'il y aura des efforts de développement, tant qu'il y aura la corruption, les efforts de développement seront toujours sapés. Et c'est ce qu'on dit, Sanju Korwashi Tsikado Chukushi. Ok, les techniciens nous font signe. Pour lui dire que la Banque mondiale et les FMI n'imposent rien à aucun pays. C'est nous qui sollicitons. C'est le début de notre débat. C'est nous qui sollicitons. C'est les pays qui sollicitent. C'est nous qui sollicitons la Banque mondiale et le FMI. Et même actuellement, le Mali est en train de négocier une facilité de crise rapide avec le FMI. Et peut-être, souvent ils imposent. Non. Souvent ils amènent des fonds et disent il faut faire ça avec ça. Quand tu les demandes, forcément ils te donnent des conditions. Mais ce n'est pas eux qui viennent dire bon, nous donnons cet argent-là, il faut faire comme ça. Mais c'est nous qui les sollicitons de toute façon. Vous comprenez? Et quand tu dis que 500 milliards c'est peu, 500 milliards n'est pas peu. Aujourd'hui, le Mali même est en train de chercher 1100 milliards sur le marché. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Dia, l'air est épuisé. Mais que je sache, je n'ai pas dit que 500 milliards c'est peu. 500 milliards n'est pas insurmontable pour les 3 pays. Voilà. Merci beaucoup. Bon. Cher collaborateur, merci. Merci vraiment d'avoir répondu à notre appel. Chers téléspectateurs, c'était Regard croisé d'aujourd'hui. On avait 2 thèmes. Le premier thème, retrait des pays de l'AES, de la francophonie et la future création de la Banque confédérale d'investissement et de développement. Comme invité, nous avions M. Abdallah Yatra du parti Yelema, Dr Amadou Touré, politologue, enseignant-chercheur, et M. Mamadou Dia, secrétaire général du mouvement Akatana. Cher débatteur, merci bien. Et on va se donner rendez-vous pour un autre numéro de Regard croisé. Il a déjà débuté l'émission. Voilà, pas de problème. Donc, nous remercions les uns et les autres. Aujourd'hui, on était avec M. Désiré Dako à la réalisation, à la technique Bintou Napo. Et à la DIF, qui est à la DIF aujourd'hui? C'est M. Z. M. Draman Kone, donc à la diffusion. Donc nous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine pour un autre numéro de Regard croisé. Merci et à très bientôt.